Merci à vous, professeur. Merci infiniment. Il est également avec nous sur ce plateau l'Africain Bertrand Tatina qui nous a d'ailleurs manqué samedi, dimanche dernier. Il est avec nous au moment où il y a des grandes manœuvres visibles et même invisibles du côté de la Côte d'Ivoire avec ce rendez-vous de la présidentielle d'octobre 2025 qu'on a eu une manifestation grandeur nature. Finalement, c'était samedi, le Front commun qui a donc mobilisé que ce soit les partisans ou les sympathisants du PPACI et ceux du PDCI, Parti des démocratiques de Côte d'Ivoire, mais également l'ensemble de la classe, on va dire, de la société ivoirienne qui a donc bien entendu donné le ton pour s'opposer effectivement à un quatrième mandat et dénoncer les actes, la démarche de l'impérialisme occidental qui semble avoir pris son pays en otage. C'est dans ce contexte effectivement que vendredi, un peu plus tôt, il y a eu un jeu d'alliance entre le ministre Awadon Melo et la gauche ivoirienne, Madame Simone et Yvette Bakbo, qui a donc eu un entretien assez important avec le candidat à l'élection présidentielle et bien d'autres, Charles Blé Goudé, qui ont vraisemblablement accordé un temps conséquent au candidat Awadon Melo, présenté désormais comme le candidat de la gauche. Va-t-il réussir finalement à réunir la gauche ivoirienne à l'effet de pouvoir véritablement donner le ton de cette élection présidentielle? Bertrand, je vous retrouve avec cette actualité ivoirienne. Comment percevez-vous d'abord ce jeu d'alliance qui doit finalement ou alors voir le jour en perspective, avec notamment au cœur de la réflexion le ministre Awadon Melo qui souhaiterait se présenter comme étant la véritable gauche, le candidat de la gauche ivoirienne, mais surtout ces manifestations vécues et vues ce week-end du côté d'Abidjan? Laissez-moi déjà saluer nos téléspectateurs et mes co-panélistes. Tout à fait. Je suis très content d'être là. Effectivement, dimanche dernier, je ne pouvais pas y être à cause d'un certain nombre de problèmes que j'ai rencontrés. Et je suis là, je suis content d'être là. Et je vous ai suivi et j'étais très content. Aujourd'hui, il est très facile, où que vous soyez, vous avez un téléphone, vous êtes connecté sur la terre entière. D'ailleurs, en ce moment, des activistes camerounais sont en train de faire identifier les domiciles de certaines personnes, les familles de certaines autres personnes, sans rapport avec la Côte d'Ivoire. Donc, c'est aussi ça, aujourd'hui, une façon de faire la politique, l'extrémisme. L'extrémisme. Le refus, ben, c'est ce que je fais justement. Je suis en train de le dire. C'est à l'État de régler ça. Vous dites on ne va pas faire la promotion. Je n'en parle pas. Parce que ce n'est pas votre soeur, votre cousine ou votre tante. J'ai deux petites soeurs qui sont plus camerounaises. J'ai une qui est américaine. Quand on parle des États-Unis, ben ça l'engage. Ben c'est ça aussi la jeunesse africaine. L'extrémisme. On ne veut pas la politique, on ne veut pas se former en politique, le culte de la personnalité, l'adoration des personnes, Barbo ou rien, Kanto ou rien, Paul Biya ou rien, Tshisekedi ou rien. Mais s'embarque le pays dans ça. Et c'est à juste titre ce que on définit au sein de mon parti politique, le nouveau mouvement populaire, comme la démocratie néocoloniale. Et vous avez un autre Cameroun, il vous explique que lui, il va vous mettre sur pied et il va constitutionnaliser le tribalisme communautaire. Excusez mon lapsus, le fédéralisme communautaire. Mais, sauf que c'est pas ça le problème pour moi. Le problème sera de fédéraliser, de tribaliser la richesse nationale. Et là, maintenant, les multinationales vont se dire qu'on n'aura plus affaire à l'État central. Peut-être même au vieux Paul Biya. Peut-être même rencontrer les présidents Bandakani, les Tatsinda sur les plateaux de télévision. Et bien on va aller rencontrer les chefs locaux traditionnels communautaires. Et on va donc dire que l'or d'Union Ekele est d'abord la propriété, comment je vais dire, des populations d'Union Ekele. Et ce sera beaucoup plus facile. Voilà le problème. Ben, c'est des gens qui veulent aller à l'élection présidentielle. On en revient à la Côte d'Ivoire. Pour votre question. Moi, je suis venu aujourd'hui, je vais faire beaucoup de polémiques. Beaucoup. Il avait d'ailleurs annoncé. Beaucoup. Il y a un sujet sur le Mali. Ben, je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de personnes. Est-ce qu'un panafricaniste fait même plaisir?
C'est le débat chez nous. Je vais vous dire la vérité. Au sein du PPACI, je ne comprends plus rien. L'idéal qu'on poursuit. On poursuit l'idéal absolument de faire revenir le président Gbagbo au pouvoir, ou bien on poursuit un idéal d'imposer un projet panafricaniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas que c'est une question sérieuse? Si c'est lui qui incarne finalement ce projet, le président Gbagbo. Non, mais donc, si c'est qui C'est lui qui incarne. Qui? Vous dites Monsieur, lui. monsieur Bon, si Gbagbo. vous êtes flou. Non, je vous pose la question. Non, je monsieur vous Gbagbo. comprends, mais pour nous, mettez les noms. On est aussi sur le débat. On est le débat panafricain de l'arbre. Dites, si c'est le président Gbagbo qui incarne quoi? Son idéal de revenir au pouvoir? Non, le projet panafricaniste pour la Côte d'Ivoire. Ben, c'est aussi le président Gbagbo qui incarne le fait, lui, de revenir au pouvoir. Ça peut être deux intérêts véritables divergents. On peut utiliser le panafricanisme pour revenir au pouvoir. Comme le président Gbagbo représente un idéal panafricaniste. Au moment où je vous parle, je vous ai dit que c'est lui qui est le leader naturel du FPI. Ces différentes branches-là, je vous le dis toujours, que ça ne m'intéresse pas. C'est le FPI. Sauf que la famille a un problème. Et on va à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On va à l'élection présidentielle. Je vous pose une question. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, j'ai regardé un peu les dispositions pour être éligible à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ça ressemble en gros à celle du Cameroun. Sauf qu'il y a deux dispositions qui sont relativement différentes. Le cautionnement. En Côte d'Ivoire, il faut avoir 50 millions. Au Cameroun, 30. Certains au Cameroun demandent de monter la caution. D'autres demandent de carrément faire annuler la caution. Tout le monde peut avoir raison en dépit du débat qu'il pose. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on peut appeler les parrainages. Et dans la loi des parrainages en Côte d'Ivoire, il y a 30 régions, il faut avoir à peu près 33% de parrainage sur au moins 17 régions. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'un candidat qui va à l'élection présidentielle ait un semblant d'ancrage local. C'est le 26, le dernier délai. Dans le 26, plus personne pourra poser sa candidature pour aller à l'élection en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce que le PPACI veut faire. Ce n'est pas sérieux dans un parti sérieux. Nous allons organiser un congrès, 4 jours de débats sérieux pour expliquer notre position pour l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes un jeune parti. On n'a pas 15 ans d'âge. On n'a pas un patriarche qui a mis 10 ans au pouvoir. On a un président national qui se bat. Je l'ai vu commencer à se battre, le premier jeune à avoir accédé à la tête d'un parti national au Cameroun. Il en est parti dans des conditions troubles. Il m'a toujours expliqué et il m'a toujours dit, Bertrand, respecte la raison pour laquelle je suis parti de cette façon et que je n'ai pas voulu revendiquer mes droits. Je lui ai dit, président, j'aurais été à côté de toi à cette époque. Peut-être à ta place, pour toi, j'aurais déposé une plainte. Et il m'a donné les raisons politiques qui vont. Donc, nous, rien que le thème de notre congrès expliquait déjà, en quelque sorte, ce qu'on voulait pour le Cameroun. Où on plaçait le Cameroun? Sous la protection de qui on plaçait le Cameroun? Le 26, nous sommes aujourd'hui le 10. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le 26. Au sein du PPACI, c'est quoi la tragédie pour l'élection présidentielle? Le président Gbagbo doit être sur la liste électorale. Mais le président de la commission électorale indépendante est sorti. Il a dit cette liste est une liste définitive. Plus un nom ne sera ajouté. Hier, il y a eu, et ça a été populaire, 3 millions de personnes dans la rue. Et après, c'est terminé, c'est parti, c'est fini. Après. D'ailleurs, les partisans du président Ouattara disent que eux, ils vont faire une contre-manifestation pour montrer qu'ils veulent le 4e mandat du président Ouattara. Supposons que la semaine prochaine, lundi, mardi, ils en font la manifestation. 5 millions de personnes dehors. On avançait d'un iota dans le débat. Pourtant, il y a un problème. Il faut faire partir à la tête de la Côte d'Ivoire, ce néocolon. Quand je dis ça, ça veut dire que est-ce que les instances dirigeantes au sein du FPI, toutes sont relativement sérieuses? On est en train de se battre pour faire arriver le président Gbagbo à tout plus haut pouvoir. Je dis, moi, M. Tatinda, non. Je m'y oppose. Je suis militant du FPI. C'est un idéal. Et le président Gbagbo incarne un idéal. Sa personne, oui, sa personne, il est très sympathique, il veut le débat, mais sa personne à lui n'est pas relativement importante puisque nous passons. Les autres passent. Les États restent. L'institution demeure. Et si on veut donc porter un idéal à la tête de la Côte d'Ivoire, mais il y a quelqu'un qui explique que, écoutez, le 26 là, c'est clos. Mais moi, j'anticipe.
Je me porte candidat. Mais je reste ouvert au débat. Surtout que le débat, dit-on, avait commencé au sein des instances du parti. Pour des raisons funestes, des gens l'ont mis dehors pour discréditer. Et comme tout toujours, au sein du FPI aussi, il y a ce qu'on appelle une branche extrémiste que nous ne voulons pas. Donc il faut s'en débarrasser. Elle fait beaucoup de mal à ce parti. À partir du moment où vous discutez avec les institutions, elle vous appelle traître. Mais moi j'ai vu le président Gbagbo 5 fois à la présidence de la République chez le président Ouattara avec le président Bédié. Et moi je me posais la question. Ça va renvoyer à quoi, président? C'est bien. Oui, tu es un pacifiste. Oui, tu es quelqu'un du débat. Tu respectes tes institutions. Tu sors pour, Mais c'est quoi? Quelle est la quantification de ça sur le plan politique? Les pseudo 20 ans de prison qui pèsent sur sa tête n'ont pas été retirés. Oui, on lui a reconnu les droits et les avantages d'ancien président de la République. Oui, et après, Ouattara n'a pas fait un iota, n'a pas bougé d'un iota pour permettre au président Gbagbo véritablement de jouir de son droit politique. La preuve est qu'il a pressenti un débat politique judiciaire et il a anticipé en mettant sur pied une nouvelle branche du FPI, sachant que le président Ouattara allait arbitrer dans les tribunaux son désaccord avec M. Afid Moussa pour l'appartenance du parti. Mais une fois qu'il l'a fait, au lieu donc que les gens sérieux entourent le président Gbagbo, véritablement de façon sérieuse, l'aident, l'accompagnent, mettent sur pied une véritable stratégie de convaincre les Ivoiriens et dire qu'il n'y a pas une autre voie en Côte d'Ivoire que c'est la flamme que le PPAC porte. Ils se sont mis à se battre pour des positionnements à côté du président Gbagbo parce qu'il faut absolument faire arriver le président Gbagbo au pouvoir. Moi, M. Tatinda, nous nous opposons à ça. C'est-à-dire les 6 ans de vie à défendre, à faire sortir le président Gbagbo de prison envoyé injustement. Que les gens se disent que c'est plus la même chose là aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété du président Gbagbo. Et moi, je ne peux pas au Cameroun dire qu'il faut absolument une passation de pouvoir du président Biya par les urnes. Parce que l'État ne doit pas s'affaisser et secrètement souhaiter qu'il y ait des affrontements et qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont apolitiques, sérieux. Ils m'écrivent. Ils veulent que l'État reste debout parce que la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont travaillé. Ils ont déjà le petit domicile. Ils envoient leurs enfants à l'école. Ils ont monté le petit entreprise. Il y a une diaspora ivoirienne qui n'est pas aussi dans ce que je peux appeler une forme de diaspora nocive. Qui peut voir ce pays, ce beau pays, cette belle ville d'Abidjan continuer à s'épanouir. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là toute la pertinence de mon point de vue de la démarche de M. Domelo. De dire patriarche, il y a des batailles, il y a des batailles politiques. Mettons déjà une candidature de substitution. Pourquoi? Parce que moi, M. Tatinda, je ne crois pas que d'ici le 26... La candidature de précaution, au cas où M. Gbagbo n'est plus possible. J'ai suivi non seulement sa conférence de presse, j'ai suivi ses 2 interviews. Ouais. Il explique que c'est lui qui avait demandé à susciter le débat interne au sein du PPACI. Et le président Gbagbo n'avait pas trouvé l'idée bête. Non seulement il avait trouvé l'idée relativement intelligente, qu'il avait mis un certain nombre de commissions sur pied pour réfléchir à ça et lui remonter la synthèse. Mais je vous explique donc qu'à l'intérieur du PPACI, les batailles politiques ont fait effectivement que le débat ne se poursuive pas et que les synthèses ne soient pas remontées. Et là, toujours au présent, il dit que mais le temps passe. C'est bien les manifestations, le risque, comme la grève de la faim. Vous faites la grève de la faim devant le président Biya. Le président Biya vous répond que c'est votre droit de manger et de ne pas manger. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi, président Biya, quand vous décidez de ne pas manger, de vous amaigrir? Mais il vous regarde. Ailleurs, on va s'offusquer de votre maigreur. Et ça va alerter les organisations internationales. Et dire qu'il a maigri, il n'a pas mangé. Mais moi, au Cameroun, moi, M. Tatinda, je dirais au président Biya que mes présidents, s'il veut, il mange. Toi, tu as des problèmes à résoudre. Douala, c'est une poubelle. Penche-toi sur les problèmes d'urbanisation de la ville de Douala. Laisse-le dans sa famine. D'ailleurs, certains l'ont fait au Cameroun, au bout de 4 jours, ils avaient maigri, ils avaient très faim. Mon frère Magellan Kamseux, c'est mon ami, je le salue. Il m'a appelé, quand je lui rappelle, il me dit, mais Bertrand, c'est dur. Et au bout de 2 jours, je mangeais la nuit. C'est très dur, la grève de la faim. Je te conseille pas la grève de la faim. Magellan Kamseux, il me suit. Donc, vous voyez donc que c'est pour être beaucoup plus sérieux. C'est là véritablement le débat. Et là, le président Domelo pose
pose le problème et dire que je ne contredis pas le président Gbagbo. Je ne m'oppose pas au président Gbagbo. Sauf que le 26, le président de la CE dit c'est les listes définitives. Nous avons mené le combat quand on a sorti les listes provisoires. Les listes définitives sont sorties. Il a dit si quelqu'un rajoute un an à cette affaire, c'est que c'est de la triche. Il n'y aura pas un an d'ajouter. Ça veut dire que le président Gbagbo, le président Blé, le président Thiam, le président Soro ne seront pas à l'élection présidentielle du 25. Et le 26, dernier délai pour recevoir les parrainages. Le 26 août. Nous sommes le 10. Il y a 2 semaines. Nous sommes le 10. Qu'est-ce qu'on fait? On organise un congrès du PPACI. On réunit le bureau politique. On marche dans la rue. On lance l'option insurrectionnelle. Mais ça, il fallait nous dire. C'est là où je voulais arriver. Vous voulez arriver à lancer l'option insurrectionnelle? Si le président Gbagbo, je dis si, qu'on m'écoute bien, si le président Gbagbo, c'est ça son option, il y a tromperie sur la marchandise, il devait nous le dire. Au sorti de la haie, quand il rencontrait le président Ouattara, il dit, nous dire que, chers camarades, je suis avec le président Ouattara pour qu'il me rétablisse dans mes droits. Si le président Ouattara ne me rétablit pas dans mes droits, je prends le maquis. Nous allons lancer l'insurrection et le faire partir par la guerre. Sauf qu'il ne disait pas ça. Il dit on va mettre sur pied un instrument politique. Ce pays a besoin de paix. Blé pareil, ce pays a besoin de paix. Et nous allons travailler à convaincre les Ivoiriens. Et il va faire une tournée nationale. J'ai ces discours qui sont les discours d'un homme politique aguerri, qui sont les discours que nous portons. Il va aller plus loin. Quand on prendra le pouvoir ici en Côte d'Ivoire, nous allons intégrer la fédération de l'AES. Mon jeune frère Jonathan en était content. On va faire des émissions pour dire c'est ça l'idéal, patriarche Gbagbo. C'est ça l'idéal. 1. Cache pas les désaccords sur le plan politique à l'intérieur du parti. Il y a des présidents de parti qui jouent ça. Paul Biya est un expert. Il ne tranche pas les désaccords. Il vous regarde. Il tient plus souvent tout le monde. Il tranche pas les désaccords, mais sauf que le président Gbagbo, sur le coup, il allait un peu peut-être très loin en révoquant le ministre Awadon Melo des rangs du PPACI. Je veux pas personnaliser l'affaire sur le président Gbagbo. Vous savez, là-bas, les Gbagbo ou rien, ils sont pires ici que ceux que nous appelons les talibans. Laissez-moi ne pas bouffer la cotisation en Côte d'Ivoire. C'est à eux que je pose la question. Le problème n'est pas en train de dire que comme là, sur YouTube, Monsieur Tatinda, tu n'as rien compris à la politique ivoirienne. Tu n'as rien compris. Mais je me demande qu'à ne rien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On a 12 jours. Il n'y aura pas le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ouattara est allé jusqu'à dire à M. Macron, il explique même qu'il est panafricaniste. Monsieur Macron, vous ne faites pas la politique en Côte d'Ivoire. Sur quoi compte-t-il? Je n'en sais rien. Liste définitive est dehors. L'élection, les parrainages arrivent le 26. Maman Simone Gbagbo, on considère que c'est la traître de service. Elle a mis sa candidature aussi. Ben, il dit qu'il faut discuter entre le peuple de gauche. Mais ça va en contradiction aussi avec l'action politique du président Gbagbo. Quand il rentre de la haie, il décide de boycotter l'élection présidentielle. Ben, ils vont aux élections locales et législatives. Et à l'époque, nous sommes sur Afrique Média. Tu questionnes aussi le patriarche. Et dit le patriarche, tu n'as pas une disposition juridique là-bas qui dit qu'il faut que tu aies des élus pour aller à l'élection présidentielle. Ça renvoie à quoi? Aller aux élections législatives du président Ouattara dans les conditions que nous connaissons. La cohérence et la logique est de ne pas y aller. Tu viens de rentrer. Tu as des batailles juridiques avec le FPI. Tu mets sur pied le PPACI. Mais il faut restructurer le parti. Il y est allé. Il a eu 3 députés. Échec total. Fiasco. Bédier. 85 députés. Et c'est ça qui a été le problème de l'accord politique entre les deux. Parce que quand ils discutaient, nous savions que l'idéal du président Gbagbo est largement plus populaire que la politique néocoloniale de Bédier. Mais sauf que Bédier, les Thiam, l'entourage de Bédier lui rappelait qu'on met sur la table le poids politique. Et Bédier expliquait qu'il n'est pas possible que le PDCI aille être la roue de secours, certes, d'un idéal populaire par la rue, mais qui tient 3 députés. C'est ça. Donc ils étaient d'accord de marcher dans la rue, mais ils n'ont jamais véritablement signé un accord politique consistant pour dire faisons battre le président Ouattara.
Et nous, à l'époque, on le disait. Mais nos amis qui appellent, je ne veux pas prononcer le nom de qui que ce soit, expliquaient toujours que Monsieur Tatinda, tu n'as rien compris de la politique. Mais je le crie tous les jours, je ne suis pas un homme politique. Mais attention, j'ai fait beaucoup de logique et de mathématiques. Quand un homme politique est un fourbe, j'arrive à découvrir que ça c'est un fourbe. En prenant tes discours, en faisant une petite analyse des discours politiques. La politique c'est une science. Ça s'appuie sur, ça peut être expliqué par une science mathématique qu'on appelle l'arithmétique, qui est la science de la logique par excellence. Par excellence. Où tu as compris le début et la démarche pour résoudre un problème de géométrie, d'arithmétique, tu as 20 sur 20, où tu as 0, tu n'as pas compris. C'est la logique par excellence. Et c'est en ça que je dis, vous m'entendez ne plus vous dire que j'ai préféré moi prendre les devants et sortir de la grande famille panafricaniste. Deuxièmement, je passe le temps à dire aux Africains, plus question d'allégeance à des hommes. C'est un problème à RDC. Tu sais que Dieu ou rien. Le pays est coupé en deux. Le M23 vient de prendre 5 localités. Ils disent qu'ils avancent vers Kinshasa. Mais nous leur disons appeler Trump. C'est le garant de l'affaire. Il vous a dit que lui va mettre les bombes dans l'affaire. C'est le garant sécuritaire de l'affaire. Et on ne peut pas poser la question et dire que, mais, que ce soit l'opposition, que ce soit des fripouilles comme les Corneille Nangaa, le retrouble d'une opposition à RDC, le retrouble de la population, de M. Tshisekedi, on ne peut pas poser les problèmes de façon honnête, ça, le traître. Vous croyez que appeler traître impressionne qui et quoi? On en est là, on en est dans un cul-de-sac. Le président Gbagbo convoque une grande réunion politique la semaine prochaine. D'accord. Il s'y dit beaucoup de choses. Je préfère ne rien dire de ce qui se dit et de ce qui s'entend. Attendons de voir. Mais nous disons au ministre Don Melo, quand on connaît qui est le personnage, je chute par là. Qui est M. Don Melo? M. Don Melo, c'est le compagnon du président Gbagbo depuis 1983, l'année de la naissance du FPI. C'est pas quelqu'un qui a rejoint le président Gbagbo quand le président Gbagbo a gagné l'élection présidentielle. Je peux vous citer des noms de personnes qui n'étaient pas connues. Je modère ma polémique. Selon la tournure du débat, je vais citer les noms. Je vais donner les noms. Allez-y, Pétain. Et c'est eux aujourd'hui qui donnent des leçons de fidélité, des leçons d'éthique, de morale et même des leçons de démarche politique à M. Don Melo. 1983, ingénieur centralien, moi ça me parle, parce que je connais le niveau qu'il faut avoir quand tu sors d'une classe préparatoire pour passer le concours central et mine. Je connais le niveau qu'il faut avoir. Brillant, compagnon du président Gbagbo. 1983, quand le président Gbagbo sera à la haie et que le parti, les partisans seront pourchassés, le président Don Melo, sur ses deniers, sur ses relations avec d'autres partenaires, va financer ça. On dit, il était où? Il était où pendant la récence? Qui était où? Quand on prend le président Gbagbo dans le sous-sol de la présidence, il n'y a que son épouse et sa famille. Ces gros ministres de finances, ils ne sont pas là. Il en avait les ministres des finances, c'est ce que je mens. Je vous dis, vous vous amusez. Je donne les noms. Et c'est pour ça que la campagne électorale de Côte d'Ivoire, là, je serai en plein, comme dans celle du Cameroun. On va donner les noms et dire que quand on prend le président Gbagbo, voici ce qu'on trouve au sous-sol de la présidence. Où est-elle? Il y a sauf le ministre de l'Intérieur qui sort. On le fait assassiner. Monsieur Bouga, qui a son nom? Donnez-moi le nom du ministre de l'Intérieur du président Gbagbo qui se fait sauvagement assassiner. Président, tu as son nom? Hein? Bouga Dodo. Les fidèles, président. Il est là, il dit, le président lui dit, sors pas. Il dit, président, pour les enfants, on nous a demandé de lever un drapeau blanc et de sortir. Le président Gbagbo lui dit, sors pas. Il sort. J'ai l'image. Par respect pour les problèmes éthiques du CNC, on ne veut pas projeter les images de ce monsieur, même pour sa famille. Comme en Italie, ça c'est quand c'est dans le bunker, c'est un autre. Le ministre de l'Intérieur, président, c'est qui, président? Il faut donner le nom, oui. Oui. Déjà celui-là meurt. Oui, on va tirer sur lui. J'ai l'image, président. Des amis m'ont renvoyé l'image hier du PPACI pour vous dire que dans le PPACI il y a des problèmes. Les gens me disent, monsieur Tatinda, qu'est-ce qu'on dit donc de ce monsieur? Et on me demande même, faites projeter l'image. Je dis non, on ne peut pas projeter son image si on n'a pas l'accord de la famille. Il y a un nouveau fidèle. Le nom de monsieur qui a assassiné, le ministre de l'Intérieur, assassiné à la présidence de la République, quand l'armée française vient par le président Gbagbo. Donc vous voyez donc que le président Gbagbo version 1, qui mène des combats sur le terrain contre le général Gueye,
qui de façon normale prend le pouvoir, et le président Gbagbo version 2 qui retourne de la haie. Moi, M. Tatinda, je dis, je ne suis pas d'accord avec toutes les démarches. Appelez-moi comme vous voulez et nous allons mettre ça au cœur du débat. Émile Bogadoudou. Émile Bogadoudou. Le premier coup d'État, il est en Italie. Gbagbo en Italie. Non, meurt. celui-ci est ministre de l'Intérieur. Oui, il parle de celui quand l'armée française entre dans le pouvoir. Désiré Tagro. Désiré Tagro. Merci. En 2011. Désiré Tagro. Il est le seul qui a côté le président Gbagbo et l'époux Simone. C'est pour ça que moi, M. Tatinda, je n'ai aussi jamais véritablement accepté ce qui avait été réservé à maman Simone Gbagbo quand son mari à l'aéroport. Je n'ai jamais. Et ça, détacher le président Gbagbo de la grosse fédération féminine du FPI, qui était très puissante. Les femmes ne l'ont pas accepté. Politiquement, ça a été inacceptable. Par contre, ils vont permettre que le président Gbagbo se jeta dans les bras de M. Bellion. Excusez-moi, Bellion s'est enrichi parce que c'était un apparatchik à côté de la famille présidentielle Bédier. C'est les Bellions qui portent ce que nous appelons ici le bail en salam, qui sont les attachés commerciaux du MEDEF. Les affaires de Bellion n'attaquent à rien du tout les intérêts de la France. Comment politiquement, rien que pour la symbolique et l'image, on pouvait ne pas accepter que le président Gbagbo se jeta dans les bras de son épouse, les deux qui font être amenés sur la face du monde à l'hôtel du Golfe, et accepter cette image avec en quelque sorte le président Bellion. Donc nous avons décidé, nous au sein du FPI, que c'est terminé. Il n'y a pas de, dans les partis de gauche, dans les partis panafricanistes, il n'y a pas d'ayatollah. Vous engagez les démarches politiques, soyez irréfutables dans la démonstration de nous dire que vous nous envoyez dans une démarche correcte. Vous engagez la démarche politique qui va dans le sens qui ne nous arrange pas, et bien on te met l'argumentaire politique. Que les Ivoiriens, je prends qui il veut. Dimanche prochain, on fait un débat de fond. Je me cultive dans la semaine, on fait un débat de fond. Pour que moi, je vous explique que cette démarche-là, que je vois là, nous amène dans un cul-de-sac. Je répète et je chute. Nous avons 16 jours. On fait comment? Voilà la question à laquelle il faut répondre. On fait comment? On fait comment? Donc, passer le temps à dire que c'est le trait, il est loin d'être le trait. 23 ans, pratiquement 40 ans, 45 ans de fidélité au président Gbagbo. Jusqu'à présent, il appelle le président Gbagbo le mentor politique. Le suicide collectif, zéro. Ce sont les gourous des sectes. Donc on ne peut pas demander à un parti politique comme le PPAC qui incarne cet idéal pour libérer la Côte d'Ivoire d'accepter un suicide collectif là. Il faut aller à l'élection présidentielle. Peut-être qu'on ne peut pas la gagner, ça peut nous permettre de nous projeter sur les élections locales et se reprojeter pour l'élection présidentielle. La fin de la vie de la Côte d'Ivoire n'est pas déterminée par le 25 octobre. Donc, voilà la question de fond. S'il faut boycotter, eh bien que le président Gbagbo prenne la parole. Il y a la convention politique la semaine prochaine. Ça sera très intéressant. C'est-à-dire ça sera au cœur du débat dimanche prochain. La Côte d'Ivoire. Attendons d'abord la convention politique. Mais des amis m'ont déjà dit ce qui sera mis à l'ordre du jour. J'en rigole. J'en rigole. Nous apportons un soutien, moi, pas nous. Monsieur Jésus, le soutien. Il faut parler, c'est Tatinda et Batengene apportent un soutien à la candidature du président Domelo et nous lui demandons, et nous avons apprécié le geste de M. Béboulé de faciliter les parrainages. Nous avons Simone également, avec Simone, la gauche de Côte d'Ivoire de se mettre ensemble pour qu'on ait un candidat à l'élection présidentielle. Ça va nous permettre même, monsieur Lutz, de disséquer le bilan du président Ouattara. Si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas raison de parler. Donc ça va nous permettre de disséquer le président Ouattara et de mettre en perspective ce que peut gagner la Côte d'Ivoire en portant un panafricaniste, un homme de gauche à la tête du pays.